Lorsque le contrat est établi, bien sûr, il doit faire l'objet d'enregistrement. C'est l'enregistrement qui donne date certaine à l'acte dans un délai de 30 jours. Et cet enregistrement donne lieu déjà à une fiscalité. Donc cette fiscalité est exprimée donc, par voie de droit d'enregistrement de l'acte en question. Et ces droits sont établis à des taux proportionnels sur la valeur de la transaction. Donc ces taux sont de 5% lorsqu'il s'agit d'un terrain nu, ou d'un terrain qui comporte des constructions qui sont destinées à être démolies. Donc 5% du prix... Exactement, de la valeur de la transaction, du prix de cession. Il est de 4% lorsqu'il s'agit de transactions sur des locaux qui sont construits, qui sont destinés à usage d'habitation, à usage professionnel, à usage administratif ou donc, à des usage bureaux, commercial. Un logement. Exactement, commercial, habitation, professionnel ou autre. 4%. 4%. Droit d'enregistrement. Tout à fait, droit d'enregistrement. Alors, il est de 3% pour ce qui est de la première vente de logements sociaux et de logements à faible valeur immobilière. Donc, il ne dépasse pas 140 000 dirhams. Tout à fait. La donation est une cession, on va dire, à titre gratuit. Oui. Entre vifs. Bien sûr, entre vifs, Oui. entre un donataire et un donateur. Et lorsque ils sont, en général, c'est des membres de la même famille, on fait ça dans le cadre d'une transmission de patrimoine familial. Donc, quand ça se fait entre ascendants et descendants, entre époux et entre frères et sœurs, les droits d'enregistrement sont établis au taux réduit de 1,5%. Si maintenant l'acquisition du bien se fait par voie d'un financement bancaire, Ce qui est il y aurait forcément donc une garantie, un nantissement du bien immeuble. Donc là, il y a un droit d'enregistrement aussi sur l'acte en question qui est de 1,5%. Quand on finance par un crédit classique, un financement normal, donc on est propriétaire, le bien nous appartient, mais on peut en disposer bien sûr, comme l'on veut. comme l'on On veut, peut le revendre. absolument, Bien sûr, il faut rembourser le crédit. tout à fait. On peut le louer aussi. On peut le louer, tout dépend des clauses contractuelles. Effectivement. Il y a une clause spécifique dans le contrat qui pourrait interdire ou Oui. conditionner une opération à l'autorisation préalable de l'établissement qui finance l'opération, C'est vrai. la banque. À ce moment-là, on doit s'aligner. C'est pour ça que c'est important de lire Après, les contrats. Si je récapitule, on est au niveau des droits d'enregistrement, entre 1,5 et 5%, dépendamment de quel bien il s'adore. Droit de conservation foncière, 1,5%. Oui. Le Frais de notaire, notaire autour de 1%. Oui. Un Oui. peu plus, un peu moins. Mhm. Ensuite, frais d'hypothèque, la banque, 1%. La retenue à la source telle qu'elle a été instituée à partir de 2019, donc elle est au taux de 10% quand le revenu foncier ne dépasse pas 120 000 dirhams. Annuellement. oui. Donc ça Et fait il 10 est 000 dirhams. de par 15% 10 000 effectivement quand ce revenu foncier est supérieur ou égal à 120 000 dirhams par an. Mais en 2023, Oui. donc c'est là où il y a une nouveauté, on a continué en fait sur ce régime, on a fait essayé de faire Un mix. voilà, d'arriver à un système qui est hybride entre le premier et le deuxième, c'est-à-dire on reste sur la retenue à la source. Ensuite, on donne la possibilité, donc cette retenue à la source n'est pas libératoire, c'est-à-dire qu'elle n'affranchit pas de déclaration. Le bénéficiaire doit opérer Annuellement. annuellement une nouvelle déclaration de son revenu foncier. Il bénéficie de l'abattement de 40% qui a été abrogé quand on a mis en place en 2019 la retenue à la source. Et il redéclare le taux. Et puis, à la fin, donc il va déduire le montant de l'impôt sur la base de l'attestation qui lui est remise par le locataire, qui a fait donc la retenue à la source et qu'il a versé spontanément à l'administration fiscale. Le contrat de bail ne doit pas être un contrat, on va dire, standard, selon l'imprimé ou selon Oui. des modèles qui existent, mais on devrait s'asseoir autour d'une table avant de signer le contrat de bail pour clairement préciser les obligations et les droits de chacun, ce que chacun peut engager comme dépense dans l'intérêt du contrat, Oui. puisqu'il y a des intérêts réciproques, Oui. et puis stipuler en amont comment ces montants vont être traités. Même au niveau du revenu locatif, des fois il y a des malentendus entre le brut et le net. On a stipulé 100. Est-ce que c'est du 100 avant impôt ou après impôt? Donc Oui. le contrat doit être vraiment bien verrouillé.
Donc cette taxe est établie au taux de 20% du montant de la plus-value nette. Quand on dit plus-value nette, c'est le prix de cession moins le prix d'acquisition qui sont tous les deux retraités. Donc le prix d'acquisition fait l'objet de réévaluation à travers les coefficients de réévaluation qui sont publiés annuellement par arrêté du ministre des Finances. Donc si aujourd'hui je vends un bien que j'ai acquis en 1980, je ne vais pas retenir le prix d'acquisition parce que le marché est... il y a un taux officiel qui sort dans le bulletin officiel d'ailleurs. C'est un arrêté qu'il faut appliquer. Exactement. Donc on l'applique pour actualiser. On rajoute aussi ce qu'on appelle les dépenses d'investissement. Donc toutes les dépenses qu'on a engagé pour l'acquisition de ce bien, il faut qu'ils soient justifiés. S'ils ne sont pas justifiés par des factures probantes, on a le droit de considérer ces dépenses à hauteur de 15% maximum du prix d'acquisition. Donc la plus-value est soumise au taux de 20%. Oui. Et puis, il y a une sorte de cotisation minimale, qui est un minima de 3% du prix de cession, qu'on calcule également. Donc s'il s'avère plus élevé que les 20% sur le prix de cession, donc l'IR, ex-TPI, va être établi au taux de 3% du prix de cession. Donc quelqu'un qui vend à perte, comme on a dit tout à l'heure, il paiera au minimum 3%. Exactement, du prix de cession. Du prix de cession global. Exactement. Puisqu'il n'y a pas de bénéfice. Exactement. Depuis cette année, et ça ne rentre en vigueur que à partir du 1er juillet 2023. Ça veut dire que absolument. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais établir d'abord mon compromis de vente. Dès qu'il y a rencontre entre acquéreur et cédant potentiel, donc on se met d'accord sur les conditions, notamment sur le prix, on formalise un compromis de vente. Alors la nouveauté justement dans la loi de finances 2023, c'est la possibilité, je dis bien la possibilité, c'est pas une obligation, de demander l'avis préalable à l'administration fiscale. Comme c'est un avis préalable, donc c'est avant la conclusion du contrat de vente définitif. En général, avant la conclusion du contrat de vente définitif, on formalise un compromis pour justement formaliser les engagements réciproques de l'acquéreur et du cédant. Et on se met d'accord sur le prix de vente de la transaction. Alors, à partir du compromis de vente, de la date du compromis de vente, désormais, on a la possibilité, donc si on s'inscrit dans cette perspective de demande d'avis préalable, de demander dans un délai de 30 jours l'avis de l'administration fiscale par voie électronique sur le prix de cession qui a été négocié, qui est objet de ce compromis. Par la suite, l'administration fiscale aura un délai de 60 jours maximum pour répondre. Donc, dans le cadre de ce délai, bien sûr, on doit attendre. Voilà. Donc, c'est parmi effectivement les choses qui vont faire réagir. Pour éviter un redressement ultérieur. Ça. Et voilà, exactement. Donc, quand l'administration va émettre son avis, il sera soit favorable au prix qui a été annoncé dans le compromis de vente, auquel cas on continue la transaction et on aura subi un contrôle a priori, plutôt que de rester suspendu à un contrôle a posteriori.